Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec jusqu'à 20h pour m'accompagner Louis Osalter. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Bonsoir Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir Alain Bauer. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de criminologie et conservateur national des arts et métiers, ancien responsable du pôle sécurité, défense, renseignement, auteur de Trump, le pouvoir des mots, décryptage d'une redoutable mécanique de persuasion de masse. C'est chez First Edition, c'est passionnant et ça complète, j'allais dire d'une certaine manière, le film The Apprentice où on voit à quel point Donald Trump a été baigné dans les mots de Roy Cohn, qui était son mentor et qui lui a appris les 5 règles, en commençant par attaquer et tout nier et dire toujours qu'on est victorieux alors qu'on a perdu, etc., etc. Comment est-ce que vous analysez dans la lignée de ce livre, qui est d'ailleurs très amusant à lire parce qu'il y a tous ces mots qu'on entend, it's great, it's tremendous, it's worse than ever. Tout est hyperbolique. Tout est hyperbolique, tout est absolument en contraste avec, alors ça on l'apprend aussi, on va y venir tout à l'heure, c'était pas du tout son langage dans les années 80 lorsqu'il était un homme d'affaires et pas du tout politicien. Dernière, comment dirais-je, dépêche AFP en vue, c'est iranien, c'est le chef de la diplomatie iranienne qui prévient les États-Unis que Téhéran a le doigt sur la gâchette. On est en bras de fer maintenant avec Donald Trump qui envoie une deuxième armada au large de l'Iran. Comment est-ce que vous percevez cette situation ? Alors d'abord, il faut comprendre que Donald Trump a eu plusieurs vies. Moi, je l'ai rencontré il y a une trentaine d'années. Il était démocrate, new-yorkais, et il voulait déjà être maire de New York, sénateur, vice-président, président. C'était un objectif qui était celui de sa vie et qui commence en 1987, je le mets à la fin du livre d'ailleurs, par un papier qu'il achète dans le New York Times, une page complète, qui dit « La politique étrangère des États-Unis doit être totalement revisitée. Si moi j'étais, voilà ce qu'on devrait faire. » Et il tapait le Japon. À la suite de quoi, en 2000, il publie un livre que personne n'a lu, comme d'habitude, parce que c'est la tradition nationale de ce pays que de tout découvrir, alors que les dictateurs, enfin tout le monde vous passe un temps infini à vous raconter tout ce qu'ils vont faire, et nous n'y croyons pas. Il publie un livre qui s'appelle The America We Deserve, qui est « Voilà ce que je ferais si j'étais président des États-Unis ». Et depuis cette période-là, voilà, depuis 40 ans, il essaye de fixer un cadre qui est écrit dans un parfait anglais. Il est empathique, proche, plutôt sympa, plutôt proche des gens en privé. Mais Roy Cohn va lui apprendre un peu ce que Jacques Vergès avait fait avec la défense de rupture, la politique de rupture. Et Donald Trump va comprendre qu'entre la Floride, le Texas et la Californie, l'Amérique qui se développe, l'Amérique moderne, l'Amérique en plein boom, oui. Eh bien, il y a une Amérique qui ne veut pas mourir entre ces deux rives. Ouais. Et lui, il va devenir le héros OS et le héros AULT de cette Amérique-là. Ouais. Et Roy Cohn va lui apprendre non seulement les 5 règles de la page 19 que vous avez indiquées tout à l'heure, mais aussi... Ça veut dire que j'ai lu que jusqu'à la page 19. Hein. Non, mais au moins là, on s'entend bien. Le reste, c'est la liste des mots. Vous avez cité un certain nombre des mots. Là, vous êtes en train de dégrader votre propre livre. Hein, non, parce qu'il y a une analyse historique de d'où sort Donald Trump, qui est, à mon avis, l'élément qui le remet en perspective et qui explique qu'il y a plusieurs Donald Trump. Un Donald Trump provocateur, agressif, qui nous sidère et qui nous empêche de penser intelligemment sur quelle est la vraie stratégie qui est derrière celle-là. La psychiatrisation de Donald Trump, c'est la pauvreté de la politique, c'est-à-dire qu'au lieu d'analyser ce qu'il fait et là où il veut, on se répand, il est dingue, il est fou. Comme ça, c'est facile, on a dit ça de Poutine aussi. Et de tous les autres, d'ailleurs, parce que c'est une facilité de langage. Et moi, je dis que derrière Donald Trump, quelqu'un de très rationnel, très cohérent, et d'ailleurs, on le voit parce qu'il y a plusieurs tranche de Donald Trump. Le même Donald Trump... Vous dites que c'est simulé, en fait. C'est-à-dire, il connaît parfaitement... Alors, il y a une partie égotique et hubris, il ne faut pas en rajouter non plus. Mais sur le fond, quand il parle avec les journalistes du New York Times il y a 15 jours, 33 000 mots, les journalistes du New York Times sont sidérés par le côté rationnel, cohérent de Donald Trump. Quand il reçoit le patron de The Atlantic, qu'il déteste, donc qu'il insulte à longueur de tweets... Il lui envoie un mot à 3h du matin en disant « Passe me voir à la Maison-Blanche, genre prenons le thé ». Ils prennent le thé. C'est super sympa. Et M. Greenberg, je crois, n'arrive pas à s'en remettre. Il fait 33 pages dans The Atlantic pour dire « Alors le début était totalement hallucinant, il était sympa, il était gentil, il n'a pas dit un truc qui dépassait, il n'a pas hurlé, il n'a pas insulté, il n'a pas dit de grossièreté. » Et donc vous avez plusieurs Trump. Et ces plusieurs Trump, en fait, se calculent en fonction d'un objectif qui est
à qui je veux vraiment parler, qui va vraiment me résister, et tous les autres vont tellement avoir peur que je vais gagner un temps infini en évitant d'essayer de les convaincre. Et c'est le cas avec le régime des Mollahs également, qui avec le menace. régime des Mollahs, avec le Groenland, avec les Européens, avec le seul qui parle le Trump parfaitement, c'est Poutine. Et Vraiment c'est le seul. C'est pour ça qu'il a sa photo maintenant dans la Maison Blanche. Ça a été remarqué, je crois, avant-hier. Il y a ça, et il y a Xi Jinping, qui par ailleurs est en train de faire une purge historique en Chine, pendant que nous on regarde ce qui se passe au Venezuela ou en Iran, qui est un vrai sujet par ailleurs. Il y a ça. Et puis il y a les limites de Trump. Il vous dit, moi je ne vais pas envahir le Venezuela, je vais juste faire un coupage de tête et je vais négocier avec le régime. Ce qui est la tradition américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale, et en Allemagne et au Japon. Il n'y a rien de nouveau. En fait, Trump continue ce qu'Harry Truman avait fait, ce que George Washington avait fait en voulant envahir le Canada, Truman en voulant acheter le Groenland, Theodore Roosevelt, la doctrine Monroe. En fait, il est très cohérent par rapport à l'histoire américaine, mais par contre sans l'emballage. Oui, et puis il est cohérent. Pas la gentillesse. Il est cohérent aussi avec l'argent. Totalement. C'est la fameuse business. C'est ça, business. Et là, certains disent, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Alain Bauer, que la question iranienne, c'est pas tant les droits de l'homme que le détroit d'Ormuz et contrôler les allées et venues du pétrole. Mais d'ailleurs, il écrit dans la doctrine de sécurité nationale et désormais dans la doctrine de défense nationale qui vient de sortir, que grosso modo, c'est pas leur sujet. Tout ça, c'est fini. Il dit d'ailleurs, c'est assez clair, pendant longtemps, les dirigeants américains se sont occupés de toute une série de fadaises qui nous ont coûté très cher. Non, c'est America First, c'est business first. Donc il n'y a pas d'hypocrisie. Donc oui, il va s'occuper de l'Iran, mais que pour le pognon. Que pour le pognon. Bon, Louis Osalter. Mais alors, si tout était écrit, s'il avait formalisé une doctrine avant, pourquoi est-ce qu'on commente ce que fait Donald Trump? On est tout le temps en train de parler de ses revirements, de ses changements de pied, de ses changements de braquet, des droits de douane qu'il impose à 50% un jour et qu'il retire le lendemain, du Groenland qu'il veut envahir un jour avant de reculer le lendemain. Est-ce que c'est uniquement de la stratégie, de la tactique, de la dissimulation, ou est-ce que fait quand même partie de son personnage soit cette inconsistance, ou en tout cas ces revirements permanents dans ses déclarations? Alors il y a un troisième livre de Donald Trump qu'il faut du coup lire, qui s'appelle The Art of the Deal, c'est le plus mauvais, c'est la reprise de The Apprentice, et là il vous dit, alors c'est assez simple la vie. Le business, c'est tu tapes d'abord, tu recules ensuite, et tu arrives à la fin. Ça, dans The Apprentice, c'est très flagrant. Voilà, à la fin, il faut que tu aies gagné un truc. Et c'est tout. Et quand vous regardez, au-delà de la réaction immédiate aux provocations de Donald Trump, qui nous aveugle, on est tellement sidéré, c'est tellement grossier, c'est tellement agressif, tout ça est horrible, qu'en fait, quand vous regardez à la fin, est-ce qu'il a gagné quelque chose à la fin? C'est-à-dire, est-ce que sa situation est meilleure à la fin qu'au début? Et vous découvrirez avec stupéfaction, ou horreur, ou inquiétude, ou indignation, enfin, c'est comme vous voulez. Ou indifférence. Indifférence, ou fascination. Que, en fait, à tout moment, il a gagné quelque chose. Il a été élu, il a réussi à être réélu malgré une tentative de coup d'État, pas donné à tout le monde, il a survécu à peu près tout, il gagne chaque fois un petit quelque chose, au moins un petit quelque chose. Le seul sujet où il n'avance pas, mais parce qu'en fait, il s'en fout vraiment, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, pour lui, c'est un boulet, c'est un fardeau. Il veut s'en débarrasser quand même. Donc il veut se débarrasser, et donc il n'arrive pas à s'en débarrasser, tout en disant, bon, quand même, il faut que je ne sois pas trop... Ça va se voir. Donc il fait durer des négociations dont tout le monde sait qu'à la fin, il faut donner Donetsk à Poutine pour que Poutine s'arrête. Ou il faut battre Poutine sur le terrain. Je veux dire, j'ai pas d'anticipation. Et il faut savoir le dire en langage diplomatique, et ça, malheureusement, ça lui